Ma fille était en train de mourir et ma mère a refusé de payer l'opération. Elle a dit que c'était jeter de l'argent à la poubelle. Ma sœur a ri en plein dans mon visage. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'héritage de ma grand-mère était déjà à moi et que leur expulsion était prête. Merci d'être ici avec moi aujourd'hui. J'espère que tu passes une journée merveilleuse, où que tu sois. J'aimerais que tu partages dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays tu nous regardes et quelle heure il est chez toi en ce moment. Commençons notre histoire ensemble. Merci de m'accompagner aujourd'hui. J'espère que vous passez une journée bénie, ou que vous nous écoutiez. J'aimerais qu'avant de commencer, vous pensiez à ce que le mot famille signifie pour vous. Est-ce que c'est le sang ou est-ce que c'est la loyauté? Pour moi, cette définition a changé pour toujours il y a à peine 2 mois, dans le couloir glacé d'un hôpital à Santa Fe. Voici mon histoire. Le bip du moniteur cardiaque n'était pas seulement un son, c'était un compte à rebours, un martèlement constant dans mon cerveau qui marquait les secondes qu'il restait à ma petite Lucia. J'étais assis sur cette chaise en plastique dur, avec le dos en miettes, et l'odeur d'antiseptique et de café rassis imprégnée dans mes vêtements. Je portais encore ma tenue de travail, une salopette en jean tachée de vernis et de solvant, parce que j'étais sorti en courant de mon atelier de restauration dès que j'avais reçu l'appel de l'école. Madame Mireia, Lucia s'est évanouie. Elle est toute bleue. L'ambulance est déjà en route. Ces mots résonnaient encore dans ma tête comme un écho maudit. Maintenant, devant moi, le docteur Salgado, un homme aux cheveux gris, avec des yeux fatigués mais bons, me regardait avec une gravité qui m'a glacé le sang. « Mireia, je n'ai pas le temps de tourner autour du pot », a-t-il dit. Sa voix était basse pour ne pas réveiller la petite qui dormait, pâle, reliée à 1000 câbles derrière la vitre. La valve mitrale de Lucia s'est effondrée. Son cœur travaille 3 fois plus que sa capacité et il ne va pas tenir la nuit. Nous devons l'opérer. J'ai senti le sol s'ouvrir sous mes pieds. Opérer, docteur. S'il vous plaît, faites-le. Qu'est-ce qu'on attend? Le docteur a soupiré, et ce soupir pesait 1 tonne. L'hôpital, l'administration exige un acompte. Le matériel dont nous avons besoin, la valve mécanique pédiatrique et le bloc opératoire spécialisé, c'est 200 000 pesos rien que pour commencer. Je sais que ta mutuelle ne couvre pas ça parce qu'il considère que c'est préexistant. 200 000 pesos. Mon compte bancaire était bloqué. Il y a à peine 1 semaine, l'avocat de ma grand-mère défunte m'avait notifié que j'allais recevoir un héritage, et à cause des protocoles contre le blanchiment d'argent et de la bureaucratie bancaire, mes comptes personnels et ceux de mon entreprise étaient en vérification administrative pour encore 72 heures. J'avais de l'argent, mais je n'y avais pas accès. Je n'avais pas de liquide. Je n'avais pas de temps. Docteur, j'ai l'argent, je vous le jure, ai-je supplié en attrapant sa blouse blanche avec mes mains encore tachées de peinture. J'ai juste besoin de 2 jours. Ils vont débloquer mon compte dans 2 jours. Mireia, Lucia n'a pas 2 jours. Lucia a au maximum 2 heures avant que la défaillance ne soit irréversible. J'ai besoin du paiement maintenant pour qu'il libère le matériel. Le désespoir est un animal sauvage. Il te fait faire des choses que tu avais juré de ne jamais faire. Avec les mains tremblantes, j'ai sorti mon téléphone. J'avais promis de ne plus jamais leur demander quoi que ce soit. J'avais juré, il y a 7 ans, quand ils m'avaient jeté à la rue sous la pluie, que je n'aurais plus jamais besoin de Doña Bernarda. Mais ma fierté ne valait pas plus que la vie de ma fille. J'ai composé le numéro. Oui, a répondu une voix sèche, aristocratique, la voix de ma mère. Maman, c'est moi. Je suis à l'hôpital Santa Fe. C'est Lucia. Elle est en train de mourir. J'ai besoin que tu viennes. J'ai besoin d'argent. Il y a eu un silence de l'autre côté, puis un soupir d'agacement. Je suis en plein essai de menu pour la demande en mariage de Paulina. Tu ne peux pas régler tes catastrophes toute seule, une bonne fois. Maman, s'il te plaît. C'est ta petite fille. Elle est en train de mourir. Ma voix s'est brisée en un sanglot aigu. Je viens. Mais il vaut mieux pour toi que ce soit vrai et pas encore un de tes drames pour me soutirer de l'argent. Elles sont arrivées 40 minutes plus tard. 40 minutes pendant lesquelles j'ai vu la saturation d'oxygène de Lucia descendre de 90 à 85. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, je n'ai pas vu une grand-mère inquiète. J'ai vu un défilé de mode. Doña Bernarda avançait avec cet air de royauté qui l'avait toujours caractérisée, enveloppée dans un manteau en cachemire et les lèvres peintes d'un rouge parfait.
À son côté, ma petite sœur Paulina tapait furieusement sur son iPhone, habillée avec un ensemble de sport de marque qui coûtait plus cher que ma voiture. Je me suis levé en me sentant petite et sale dans mes vêtements de travail face à leur perfection. Merci d'être venu, ai-je dit en essayant de garder mon calme. Garde tes remerciements, a coupé ma mère en regardant autour d'elle avec dégoût, comme si l'air de l'hôpital était contaminé. Ça sent la maladie ici. Qu'est-ce qu'il y a? Combien tu veux? Le docteur Salgado s'est approché en expliquant la situation avec une urgence professionnelle. La compte, la chirurgie, la vie ou la mort. Bernarda a écouté sans ciller. Elle n'a même pas regardé vers la fenêtre où sa petite fille se battait pour respirer. Quand le médecin a fini, elle m'a regardé, moi. Ses yeux étaient deux pierres de glace. 200 000 pesos, a-t-elle répété en savourant le chiffre. Tu te rends compte de ce que coûte le traiteur de la fête de ta sœur ce week-end? Maman, c'est une vie. C'est Lucia, ai-je murmuré, incrédule. C'est un investissement, a-t-elle corrigé froidement. Et je n'investis pas dans des causes perdues. Cette gamine a toujours été faible. Elle est née malade parce qu'elle a été conçue dans le péché. Mireia est le fruit de ta désobéissance, avec ce mécano fauché avec qui tu t'es roulé. Ne parle pas d'elle comme ça, ai-je crié, et plusieurs infirmières se sont retournées. Ne me parle pas sur ce ton, a sifflé Bernarda en s'approchant de moi. Cette gamine est une bâtarde, une tache sur notre nom. Et maintenant tu veux que je paie pour ses défauts? Non, Mireia, je ne vais pas jeter mon argent à la poubelle. J'ai senti comme si elle m'avait frappé. Poubelle? Tu es en train d'appeler ta petite fille de la poubelle? Je suis réaliste. Dieu est en train de corriger une erreur. Laisse-la partir. C'est peut-être mieux pour tout le monde. Comme ça tu arrêteras d'être un poids et tu pourras servir à quelque chose à nouveau. J'ai regardé Paulina en cherchant un peu d'humanité. Elle a juste levé les yeux au ciel et a continué à regarder son écran. Aïe, Mireia, dépasse ça. Maman a raison. En plus, j'ai besoin de cet argent pour la compte du Digi. On ne va pas annuler mon mariage pour ça. À ce moment-là, quelque chose s'est cassé en moi. Ce n'était pas seulement mon cœur, c'était la peur. Pendant que les mots cruels de ma mère et de ma sœur flottaient dans l'air stérile de l'hôpital, mon esprit, dans un mécanisme de défense brutale, m'a ramené 7 ans en arrière, à l'origine de toute cette haine. À la nuit où j'ai cessé d'être une fille et où je suis devenue, cette femme-là. J'avais 25 ans. J'étais enceinte de 6 mois et je venais de perdre Roberto, l'amour de ma vie, dans un accident à l'atelier. Roberto n'était pas riche, il n'avait pas de nom de famille composé et ne jouait pas au golf le dimanche. C'était un restaurateur de meubles, un artisan avec des mains d'or qui m'avait appris à voir la beauté dans ce qui est cassé. Pour ma mère, Doña Bernarda, ça la dégoûtait. Pour elle, Roberto c'était le personnel de service. Ce soir-là, il pleuvait comme si le ciel voulait nettoyer les péchés de la ville de Mexico. J'étais revenu au manoir des Magnolias, la grande maison coloniale qui appartenait à ma famille depuis 4 générations. Je n'avais nulle part où aller. J'étais seul, enceinte, et le cœur en miettes. J'ai sonné à la grille principale en fer forgé. Les lumières de la maison étaient allumées, chaudes et dorées, contrastant avec le froid qui me transperçait les os. C'est ma mère qui est sortie sur le balcon principal. Elle n'est pas descendue. Elle m'a regardé d'en haut, protégée par le toit, pendant que moi je me faisais tremper en bas. Maman, ouvre-moi, s'il te plaît, ai-je supplié en serrant mon ventre. Roberto est mort. Je n'ai plus personne. Bernarda m'a regardé avec une expression qui n'était pas de la pitié, mais du triomphe. Elle avait attendu ce moment, le moment de mon échec, pour me dire « Je te l'avais dit. Je t'avais prévenu que si tu partais avec ce type, tu cessais d'être ma fille », a-t-elle crié, sa voix rivalisant avec le tonnerre. « Tu as choisi ton lit, Mireia, maintenant couche-toi dedans. Je suis enceinte. C'est ton petit-fils, ai-je pleuré en sentant l'eau se mélanger à mes larmes. Ce bébé est un bâtard. Elle a craché le mot comme si c'était du poison. Un enfant sans père et sans nom. Tu crois que je vais te laisser amener cette honte dans ma maison? Qu'est-ce que les Gonzalez vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire au club? Pars. Je n'ai nulle part où aller. Ce n'est pas mon problème. Ici, dans cette maison, vivent des gens décents. Tu ne fais plus partie des nôtres. Tu es une sale fille.
Sors d'ici avant que j'appelle la police pour intrusion. Et elle a tourné les talons. Elle a éteint la lumière du balcon, me laissant dans l'obscurité totale. Je suis resté là, agrippé au barreau froid, sentant mon monde s'effondrer. Le rejet physique de ma mère faisait plus mal que la faim, plus mal que le froid. C'était la confirmation que son amour avait toujours été conditionnel. Elle m'aimait si j'étais jolie, obéissante, si j'épousais un riche. Mais en tant que femme brisée, je ne valais rien. J'étais sur le point de m'écrouler sur le trottoir quand j'ai entendu un bruit métallique. La petite porte de service, celle que les jardiniers utilisaient, s'est ouverte en grinçant. C'était ma grand-mère Consuelo. Elle était déjà très malade. Elle marchait avec difficulté, appuyée sur sa canne, mais elle était sortie sous la pluie, couverte seulement d'un châle en laine. « La Abuela, c'est moi », ai-je balbutié. « Je sais », a-t-elle dit. Elle m'a attiré sous le petit toit de l'entrée de service. Ses mains ridées, pleines de taches de vieillesse, ont pris mon visage. Elles étaient chaudes. « Ma petite, ma fille courageuse », a-t-elle murmuré en essuyant l'eau de mon visage. « Pardonne-la. Elle est aveugle à cause de son orgueil. Je n'ai nulle part où aller, Abuela. » Grand-mère Consuelo a retiré une bague de son doigt. Ce n'était pas un bijou extravagant, c'était une vieille bague en or avec un petit rubis que je savais qu'elle aimait. « Prends ça, vends-la. Ça te donnera assez pour une chambre et à manger pendant quelques mois. Va loin, Mireia. Deviens forte. Ne les laisse pas te briser. Mais Abuela, c'est ta préférée. Ce n'est que du métal, ma fille. Toi, tu portes la vie en toi. Écoute-moi bien. Un jour, cette maison saura qui est sa vraie propriétaire. Un jour, les choses reviendront à leur place. Mais tu dois être forte. Promets-le-moi. Prends soin de cette créature et apprends à réparer ce que les autres cassent. Je te le promets, ai-je dit en embrassant ses mains. Va avant que Bernarda ne se rende compte. Je m'occuperai de tout quand le moment viendra. C'est la dernière fois que je l'ai vue debout. Elle est morte 2 ans plus tard. Je ne suis pas allé à l'enterrement parce que ma mère m'en a interdit l'entrée, en me menaçant de faire un scandale. Je lui ai dit adieu depuis le trottoir d'en face, en regardant comment on sortait son cercueil. Mais cette nuit-là, sous la pluie, grand-mère Consuelo m'a sauvé la vie. Et maintenant, 7 ans plus tard, dans le couloir de l'hôpital, la voix de ma mère recommençait à m'appeler sale, honte, bâtarde. L'histoire se répétait. Mais je n'étais plus cette jeune femme effrayée de 25 ans. Je suis revenu d'un coup au présent. Le bip du moniteur était toujours là, marquant le temps qui s'épuisait. Ma mère me regardait avec cette arrogance intacte, mais maintenant, en plus de la douleur, j'ai senti une vague de colère brûlante monter dans ma gorge. Tu es en train de me dire que tu préfères payer un digi plutôt que de sauver la vie de Lucia, ai-je demandé, la voix tremblante, non pas de peur, mais de rage contenue. Paulina a laissé échapper un petit rire, un de ces rires qu'elle répétait pour ses vidéos TikTok, léger et vide. Aïe, Mireia, ne sois pas dramatique. Ce n'est pas un digi, c'est Digi Siesto version locale. C'est le meilleur. Et en plus, regarde ça, a-t-elle dit en levant un sac orange brillant qu'elle avait sur les genoux. Tu sais ce que c'est? C'est un Birkin. Maman me l'a offert pour mon, presque fiançailles. J'ai regardé le sac. Je m'y connaissais en marque. Je savais que ce sac valait facilement 250 000 pesos, plus que ce dont j'avais besoin pour l'opération. Là, c'était la vie de ma fille transformée en un morceau de cuir dans les mains d'une gamine gâtée qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Vends le sac, ai-je dit en le montrant du doigt. Paulina, vends-le ou donne-le-moi. Je le vends, avec ça je paye l'opération et je vous rends l'argent dès que mon compte sera débloqué. Paulina a serré le sac contre elle comme si c'était un bébé, avec beaucoup plus de douceur qu'elle n'en avait jamais montré à sa nièce. Tu es folle. C'est un Hermès. Il y a des années de liste d'attente. Je ne vais pas vendre mon cadeau pour ton « erreur génétique ». En plus, je l'ai déjà mis dans mes stories Instagram. Qu'est-ce que mes abonnés vont dire s'ils me voient sans demain? Je me fiche de tes abonnés, ai-je crié en faisant un pas vers elle. Le désespoir m'a brouillé la vue. J'ai essayé d'attraper l'anse du sac. Donne-le-moi. C'est la vie de Lucia. Lâche-le. Tu es sale. Tu vas salir le cuir, a hurlé Paulina en se débattant. Enlève tes mains de ta sœur, a rugi Bernarda.
J'ai senti une forte poussée. Ce n'était pas Paulina. C'était un des agents de sécurité de l'hôpital qui s'était approché en entendant les cris. Poussé par le regard autoritaire de ma mère, il m'a fait tomber au sol, me cognant le genou contre le linoléum dur. Depuis le sol, j'ai vu la scène qui allait rester gravée dans ma mémoire pour toujours. Paulina qui nettoyait frénétiquement son sac avec une lingette humide, vérifiant si mes mains de travailleuse avaient laissé une tache de vernis. Ma mère qui arrangeait son manteau en me regardant avec un dégoût infini. « Mireia, tu es pathétique », a dit Bernarda. « Regarde-toi, étalée par terre, en train de te battre comme une vendeuse de marché. Tu as exactement ce que tu mérites. On s'en va, Paulina. Cet environnement est toxique pour ta peau avant le mariage. » « Oui, maman. » « Quelle honte, vraiment. »« J'espère que personne ne m'a filmé », a dit Paulina en rangeant son téléphone. Elles se sont retournées et ont commencé à marcher vers la sortie, leurs talons faisant un clac-clac rythmé qui sonnait comme des clous dans un cercueil. Elles m'ont laissé là par terre, avec 200 000 pesos de différence entre la vie et la mort de ma fille. « Maman », ai-je crié une dernière fois, la voix brisée. « Si elle meurt, ce sera ta faute. » Bernarda s'est arrêtée une seconde, sans se retourner. « Si elle meurt, ce sera la volonté de Dieu. Ne me blâme pas pour ton incapacité à élever des enfants en bonne santé. » Et elles sont parties. Je suis resté seul dans le couloir. Le silence qui a suivi était pire que les cris. C'était le silence de la défaite totale. Je me suis serré les genoux contre la poitrine et j'ai commencé à pleurer, un sanglot sec, guttural, d'animal blessé. J'avais échoué. Ma promesse à ma grand-mère, ma promesse à Lucia. Tout était fini. Madame Mireia? J'ai levé les yeux. Le docteur Salgado était debout à côté de moi. Il avait tout vu. Son visage était rouge, non pas de honte, mais d'une rage contenue. Ses poings étaient serrés le long de son corps. Docteur, pardon. Je n'ai pas l'argent, ai-je balbutié en essayant de me relever. Le docteur Salgado a secoué la tête, puis il s'est accroupi et m'a aidé à me mettre debout, me soutenant avec une fermeté qui contrastait avec la cruauté de ma famille. En 30 ans de médecine, j'ai vu beaucoup de choses, a-t-il dit, sa voix tremblant légèrement. J'ai vu des accidents, des tragédies, de la douleur. Mais je n'avais jamais vu une cruauté aussi gratuite et inhumaine que celle que je viens de voir. Il m'a regardé droit dans les yeux. Je vais autoriser l'opération. Quoi? Mais la compte, l'administration. Et qu'ils aillent au diable, l'administration, a-t-il dit fermement. Je vais mettre ma licence et mes honoraires comme garantie personnelle. J'ai déjà signé les papiers pendant que tu te disputais avec elle. Le bloc opératoire est prêt. On emmène Lucia tout de suite. Je me suis couverte la bouche avec les mains. Docteur, je vous paierai chaque centime, je vous le jure. Je le sais. Je sais que tu le feras. Tu es une bonne mère, Mireia. Ça se voit dans tes mains. Des mains qui travaillent, pas des mains qui tiennent des sacs chers. Maintenant va lui donner un bisou avant qu'on ne l'endorme. J'ai couru vers le brancard juste au moment où les infirmiers commençaient à le pousser. Lucia a ouvert ses petits yeux fatigués. Maman, ils vont réparer mon cœur maintenant, a-t-elle chuchoté. Oui, mon amour. Le docteur va te laisser comme neuve. Tu vas aller bien. Je t'aime plus que tout au monde. Moi aussi je t'aime, maman. Ne pleure pas. Tu es courageuse. J'ai vu les portes battantes du bloc opératoire se refermer derrière elle. Je me suis laissé tomber à nouveau sur une chaise, épuisé, vide, mais avec une petite étincelle d'espoir allumée grâce à la bonté d'un inconnu. C'est alors, juste à cet instant de calme après la tempête, que mon téléphone a vibré dans ma poche. Numéro inconnu. Je l'ai ignoré. Il a vibré encore. Puis encore. J'ai décroché à contre-cœur. Allô? Je parle à mademoiselle Mireia Riva, a dit une voix masculine, grave et rauque, comme quelqu'un qui a fumé des cigares toute sa vie. Oui, c'est moi. Qui est à l'appareil? Mireia, je suis le licencié Trejo. Rogelio Trejo. J'ai été l'avocat personnel et l'exécuteur testamentaire de ta grand-mère Consuelo. Mon cœur a fait un bond. Licenciado, oui, je me souviens. Il y a un problème avec la procédure de la banque? J'ai besoin de l'argent en urgence. La banque, c'est déjà réglé, Mireia.
Ton compte vient d'être débloqué il y a 5 minutes. Mais je ne t'appelle pas seulement pour ça. Il y a eu une pause dramatique de l'autre côté de la ligne. Ta grand-mère a laissé des instructions très précises. Elle m'a dit, le jour où ma fille Bernarda tournera le dos à son propre sang dans une situation de vie ou de mort, ce jour-là et seulement ce jour-là, tu ouvriras la boîte numéro 2. J'ai senti un frisson me parcourir. Quelle boîte? Mireia, ta mère vient de commettre l'erreur la plus chère de sa vie. J'ai besoin que tu viennes à mon cabinet demain à la première heure. On a beaucoup de choses à discuter et crois-moi, tu vas aimer ce que j'ai à te dire. Les 4 heures suivantes ont été les plus longues de mon existence. Chaque minute était une éternité. Je faisais les 100 pas dans la salle d'attente comme un lion en cage, mes pas résonnant sur le sol ciré. Je ne pouvais pas arrêter de penser à 2 choses, le petit cœur de Lucia qu'on ouvrait et qu'on réparait, et l'étrange appel du licencié Tréjo. La boîte numéro 2. Qu'est-ce que ça voulait dire? Je savais que ma grand-mère m'avait laissé un peu d'argent, des économies qu'elle avait cachées de la voracité de ma mère, juste assez, pensais-je, pour recommencer ailleurs. Mais la voix de Tréjo avait un ton différent. Ça ne sonnait pas comme une simple formalité. Ça sonnait comme la justice. À 3 heures du matin, les portes du bloc opératoire se sont ouvertes. Le docteur Salgado est sorti en se frottant les yeux, son masque pendu à son cou. Sa blouse avait de petites taches de sang et, en les voyant, la panique m'a paralysé. « Docteur ?» ai-je demandé, la voix à peine un fil. Il a souri. Un sourire fatigué, mais vrai. « On a réussi, Mireia. Ça a été compliqué. La valve était plus abîmée que ce qu'on pensait, mais son cœur est fort, comme celui de sa mère. L'opération est un succès total. Je me suis effondré, littéralement. Mes jambes ont lâché et je suis tombé à genoux en pleurant, mais cette fois, c'était des larmes d'un soulagement si profond que ça faisait mal. Le docteur s'est accroupi et a posé une main sur mon épaule. Elle va rester en soins intensifs quelques jours, mais elle va s'en remettre. Elle aura une vie normale. Elle pourra courir, jouer, grandir. Merci, était la seule chose que je pouvais dire. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré l'écran de ma banque mobile. Je venais de recevoir la notification. Compte débloqué. Solde disponible, 450 000 MXN. C'était les économies de toute ma vie de travail, plus la petite assurance vie de Roberto que j'avais gardée intouchée. Docteur, je transfère tout de suite tout, ai-je dit. Tranquille, va la voir d'abord. L'argent peut attendre demain. J'ai passé la nuit assise à côté du lit de Lucia, à écouter le rythme constant et fort de son nouveau cœur. Bip, bip, bip. Ce n'était plus un compte à rebours, c'était la musique de la vie. Pendant que je la regardais dormir, j'ai senti quelque chose changer en moi. La peur qui m'avait paralysé face à ma mère et à ma sœur s'évaporait peu à peu, remplacée par une froideur nouvelle, dure et tranchante. Elles avaient été prêtes à laisser mourir cet enfant pour un sac, pour une fête, pour le qu'en dira-t-on. Il n'y avait plus de retour en arrière. Il n'y avait plus de lien de sang à respecter. À 8 heures du matin, j'ai laissé Lucia aux soins des infirmières, je me suis lavé le visage dans la salle de bain de l'hôpital, j'ai enlevé ma salopette sale et j'ai mis un jean et une chemise propre que j'avais dans mon sac d'urgence. J'ai pris un taxi vers le centre-ville, vers le cabinet du licencié Tréjo. Le cabinet se trouvait dans un vieil immeuble, de ceux avec ascenseur à grille et odeur de bois ancien et de tabac. En entrant, j'ai eu l'impression d'être transporté dans une autre époque. Des étagères remplies de livres de droit reliés en cuir couvraient les murs. Le licencié Tréjo m'attendait derrière un immense bureau en acajou. C'était un homme d'environ 70 ans, avec une moustache blanche impeccable et des yeux vifs derrière de grosses lunettes. « Mireia, entre, assieds-toi » a-t-il dit en montrant une chaise en cuir. « Ah, comment va la petite ?» Là, elle a survécu, licenciado. Grâce à Dieu et à un médecin avec une âme. Pas grâce à ma famille. Tréjo a hoché la tête en serrant les lèvres. Je m'en doutais. Bernarda a toujours été constante dans son égoïsme. Il s'est levé et a marché vers un coffre-fort encastré dans le mur derrière un tableau de paysage d'Oaxaca. Il a tourné la combinaison avec des doigts experts. Clic. La lourde porte s'est ouverte. Il en a sorti une boîte en métal gris, un peu cabossée, avec une étiquette jaune qui disait simplement « Boîte 2, en cas d'urgence ». Il l'a posée sur le bureau devant moi.
Ta grand-mère Consuelo est venue me voir 6 mois avant de mourir. Elle était très lucide, Mireia. Elle savait que sa fille Bernarda attendait sa mort comme un vautour pour tout prendre. Elle savait que Bernarda et Paulina dilapidaient l'argent plus vite que le patrimoine ne pouvait le générer. Trejo a ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait une chemise en cuir, une clé USB et une enveloppe cachetée. Ta grand-mère a fait quelque chose de très intelligent. Elle a créé un fidéicommis principal. Officiellement, Bernarda apparaît comme l'administratrice bénéficiaire du manoir, la casona, et des terrains du club de campagne. Puis Trejo a souri, un sourire de requin. Mais il y a une clause de révocation immédiate. Une pilule empoisonnée. Qu'est-ce que ça veut dire, ai-je demandé en me penchant vers lui. Ça veut dire que Bernarda n'a jamais été la propriétaire, Mireia. Elle n'était que la gardienne. La propriété réelle, la nue propriété, a été transférée à un fidéicommis aveugle dont l'unique bénéficiaire final, c'est toi. Je suis resté la bouche ouverte. Moi? Mais pourquoi on ne me l'a jamais dit? Parce que la condition pour activer l'héritage était spécifique. Ta grand-mère a écrit, la propriété passera aux mains de Mireia Riva le jour où elle montrera qu'elle peut se maintenir seule, sans l'aide de personne, ou le jour où ma fille Bernarda montrera que son cœur est complètement pourri. Trejo a sorti un document notarié avec des tampons officiels. Hier, quand tu m'as appelé en pleurs depuis l'hôpital, j'ai su que la deuxième condition était remplie. Mais la première aussi. Tu as monté ton entreprise de restauration toute seule. Tu as élevé ta fille toute seule. Tu es la seule digne. Il a poussé la chemise vers moi. Le Mireia, signe ici, ici et ici. Et à partir de cette seconde, la Casona des Magnolias, l'immeuble d'appartements dans la Colonia Roma et les parts du club, tout est légalement à toi. J'ai regardé les papiers, les lettres dansaient devant mes yeux. Propriétaire unique, propriétaire légitime. J'ai pensé à ma mère qui m'avait appelé aux poubelles. À Paulina qui nettoyait son sac. À Lucia connectée aux machines. J'ai pris le stylo. Ma main ne tremblait pas. J'ai signé. Félicitations, patronne, a dit Trejo doucement. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Tu as le pouvoir de les expulser aujourd'hui même, si tu veux. J'ai pensé à la fête de fiançailles, le mariage de l'année. Demain samedi. Un sourire froid s'est dessiné sur mes lèvres. Non, pas aujourd'hui, licenciado. Demain, je veux aller à cette fête. Le licencié Trejo a hoché la tête, comprenant parfaitement mes intentions, mais avant de me laisser partir, il a pris la clé USB qui était dans la boîte en métal. Il y a autre chose, Mireia. Avant que tu partes préparer ton entrée triomphale, tu dois voir ça. Ta grand-mère a voulu te laisser un message personnel. Elle a dit que ça te donnerait la force dont tu auras besoin quand tes jambes trembleront. Il a connecté la clé USB à son ordinateur portable et a tourné l'écran vers moi. L'image de ma grand-mère Consuelo est apparue. Elle était assise dans son fauteuil préféré en velours vert, dans la bibliothèque de la Casona. Elle paraissait fragile, beaucoup plus maigre que dans mon souvenir, avec cette peau transparente des derniers jours, mais ses yeux avaient encore ce brillant malicieux et intelligent qui me manquait tant. Bonjour, ma petite souris de bibliothèque, a commencé la voix enregistrée, et j'ai senti un nœud instantané dans la gorge. Si tu regardes ça, c'est que je ne suis plus là, et que Bernarda a fait quelque chose d'impardonnable. Je suis désolé. Je suis désolé de ne pas avoir pu te protéger davantage de mon vivant. J'ai été faible avec ma fille. Je l'ai trop gâtée et j'ai créé un monstre. C'est ma faute et ma croix. Grand-mère a toussé un peu dans la vidéo, a pris une gorgée d'eau et a continué. Son regard planté dans la caméra, comme si elle me regardait directement dans l'âme à travers le temps. Mais toi, Mireia, tu es différente. Tu as mes mains. Des mains qui réparent, pas des mains qui font que demander. Je te laisse cette maison, non pas comme un prix, mais comme une responsabilité. La Casona, ce ne sont pas seulement des pierres et des meubles chers. C'est de l'histoire, c'est de la mémoire. Ta mère et ta sœur voient la maison comme un distributeur automatique ou comme une scène pour leurs photos vaines. Elle vendrait jusqu'aux fondations si elle le pouvait pour acheter des chiffons. Elle s'est penchée vers la caméra, chuchotant comme si elle partageait un secret d'État. J'ai tout blindé. Elles croient qu'elles sont riches. Elles croient que l'argent coule d'une source éternelle. Elles ne savent pas que je paie leurs dettes avec mes économies personnelles depuis des années pour éviter le scandale.
Mais le puits s'est vidé, ma chérie. Quand je mourrai, la réalité va les frapper. Et je veux que tu sois là, pas pour les sauver, mais pour sauver ce qui compte, ta dignité et l'avenir de ta fille. Sois forte, Mireia. N'aie aucune pitié envers celles qui n'en ont pas eu pour toi. Souviens-toi de la nuit de la pluie. La bague que je t'ai donnée n'était pas juste de l'or, c'était ma promesse. Maintenant, tiens la tienne. Récupère notre maison. Je t'aimerai toujours. L'écran est devenu noir. Je suis restée silencieuse dans le cabinet, les larmes coulant librement sur mes joues. Ce n'était pas de la tristesse que je ressentais maintenant. C'était une validation profonde et puissante. Ma grand-mère m'avait choisi. Je n'étais pas une usurpatrice, je n'étais pas une bâtarde en train de voler un héritage. J'étais la gardienne désignée. Elle t'aimait beaucoup, a dit Tréjo en me tendant un mouchoir. Et elle avait raison sur tout. Tu veux voir la situation financière actuelle des riches héritières? Montrez-moi, ai-je dit en essuyant mes larmes et en redressant le dos. Tréjo a ouvert un tableau Excel. Ce que j'ai vu m'a laissé stupéfaite. La situation était catastrophique. En gros, Mireia, ta mère et ta sœur vivent dans une bulle de fantasmes financiers. Elles ont épuisé la trésorerie depuis 2 ans, a-t-il dit en montrant une colonne pleine de chiffres rouges. Regarde ça. Elles ont falsifié des documents, très mal d'ailleurs, pour demander des prêts à des prêteurs informels en utilisant le mobilier et les œuvres d'art de la maison comme garantie. Elles ne peuvent pas hypothéquer la maison parce qu'elle est dans le fidéicommis, mais elles ont vendu le contenu petit à petit. Et le mariage, ai-je demandé. Comment elles vont payer le mariage de Paulina avec les Gonzalez si elles sont en faillite? Voilà le truc, a répondu Tréjo avec un sourire ironique. Ta sœur Paulina a promis, comme dot ou cadeau de mariage, une parcelle de 200 hectares du terrain du club de campagne à la famille de son fiancé. Les Gonzalez sont des promoteurs immobiliers. Ils veulent cette terre pour construire un hôtel. Paulina leur a dit que la terre était à elle et qu'elle la leur transférerait légalement le jour du mariage. Je me suis mise à rire, un rire sec, sans joie. Mais ce n'est pas à elle, c'est à moi. Exactement. Elles vendent du vent. Elles ont reçu des avances des fournisseurs de la fête, basées sur cette future union avec les millionnaires Gonzalez. C'est un château de cartes, Mireia. Et toi, tu as la carte qui fait tout tomber. Là elles sont en train de commettre une fraude, ai-je murmuré en réalisant l'ampleur de leur bêtise. Fraude, escroquerie, falsification de documents privés. Si ça sort, elles ne perdront pas seulement la maison. Elles risquent la prison, surtout avec une famille aussi puissante que les Gonzalez qui se sentiraient trompés. Je me suis levé de ma chaise. La sensation de pouvoir était enivrante, mais aussi dangereuse. J'avais entre les mains la destruction totale de ma famille biologique. Licenciado Tréjo, préparez tout. Je veux les actes originaux, la vidéo de ma grand-mère et un notaire public disponible pour demain à 20h. À l'heure du toast des fiançailles, a-t-il demandé en levant un sourcil. Exactement. Elles voulaient du spectacle. Je vais leur donner le spectacle de leur vie. Je suis sorti du cabinet en sentant le soleil du matin sur mon visage. Pour la première fois depuis des années, je ne marchais pas courbé, je ne regardais pas le sol. Je marchais comme la propriétaire de la Casona des Magnolias. Mais d'abord, je devais me préparer. Ma mère détestait mes vêtements de travail, mes mains sales. Demain, elle me verrait propre, impeccable, et transformée en son pire cauchemar. La première chose que j'ai faite a été de retourner à l'hôpital pour m'assurer que Lucia était toujours stable. La voir dormir, rose et tranquille, m'a donné l'essence finale dont j'avais besoin. Je l'ai embrassée sur le front et je lui ai chuchoté. Maman va aller se battre contre des dragons, mon amour, mais je te promets que je vais gagner. Ensuite, je suis allé à mon atelier, mon petit refuge qui sentait la térébenthine et le bois vieux. Mais cette fois, je n'y allais pas pour travailler. J'y allais pour ouvrir le coffre-fort où je gardais le peu de liquide d'urgence, et j'ai tout sorti. Avec mon compte débloqué, j'avais des ressources. Je me suis regardé dans le petit miroir taché de la salle de bain de l'atelier. J'ai vu Mireia, la restauratrice, la femme qui était toujours dans l'ombre, qui demandait pardon d'exister. Cette femme devait disparaître pendant 24 heures. Je suis allé dans une boutique de haute couture à Masaryk, pas une de ces marques criardes que Paulina aimait, pleine de logos énormes. Je suis allé dans une maison de design italienne, sobre et élégante.
La vendeuse m'a regardé de haut en bas quand je suis entré avec mon jean et mes baskets usées. Vous cherchez quelque chose pour le service domestique, a-t-elle demandé avec cette politesse fausse qui est pire qu'une insulte. J'ai sorti ma carte Platinum, tout juste réactivée, et je l'ai posée sur le comptoir. Je cherche un costume, pas une robe. Un tailleur noir, en soie et laine froide. Et je veux que tu me serves comme si j'étais la propriétaire de cet immeuble, parce que je pourrais l'acheter si je voulais. L'attitude de la vendeuse a changé en une fraction de seconde. Je me suis essayé un costume à la coupe masculine, mais parfaitement ajusté à ma silhouette. Quand je me suis vu dans le miroir, je ne me suis pas reconnu. Le tissu noir absorbait la lumière, me faisant paraître plus grande, plus dure. Je ne ressemblais pas à une princesse de conte de fées, je ressemblais au bourreau. Je le prends. Et aussi ces escarpins à talons aiguilles, et cette chemise en soie blanche. Après ça, je suis allé chez le coiffeur. Et coupé, ai-je dit au coiffeur en attrapant ma longue tresse emmêlée. Je veux un carré court, net, moderne. Qu'on voit mon cou. Quand les ciseaux ont commencé à tomber, j'ai senti tomber des années de soumission. La femme qui m'a rendu mon regard dans le miroir avait les pommettes marquées et un regard d'acier. Doña Bernarda disait toujours que j'avais une tête d'indienne triste. Eh bien, maintenant j'avais une tête de guerrière aztèque prête pour un sacrifice. Mon dernier arrêt a été une agence de sécurité privée recommandée par le licencié Trejo. J'ai besoin de 4 hommes pour demain soir, ai-je dit au chef des opérations. Grand, intimidant, mais en smoking. Ils vont m'escorter dans un événement privé, et il est très probable qu'il y ait de la résistance physique. Et quel type d'événement, mademoiselle Riva? Une fête de fiançailles dans un manoir privé. J'ai besoin qu'ils me protègent, moi et mon équipe juridique, et qu'ils puissent inviter les gens à sortir si nécessaire. Compris? Niveau de menace. Ma mère et ma sœur sont hystériques. L'homme a souri. Ça, on sait gérer sans problème. Je suis rentré dans mon petit appartement loué ce soir-là, entouré de sacs de shopping qui n'étaient pas des caprices, mais des armes. Je me suis assise sur mon vieux canapé et j'ai allumé mon ordinateur portable. Je suis entré sur le profil Instagram de Paulina. Elle était en direct. Coucou mes amours. Regardez, ils installent déjà la tente dans le jardin. Elle est énorme. Demain, ça va être le plus beau jour de ma vie. Hashtag mariage González Riva, hashtag la casona, hashtag luxury life. Sur la vidéo, on voyait le jardin de la casona. Mon jardin. Il plantait des piquets sur les rosiers que grand-mère avait plantés il y a 50 ans. J'ai ressenti une pointe de douleur, mais je l'ai vite étouffée. Ma mère est apparue au fond de la vidéo, en train de crier sur un serveur. Fais attention à ce verre, imbécile, il vaut plus que ta vie. Paulina s'est rapprochée de la caméra en chuchotant comme si elle confiait un secret. Aïe, ma mère est stressée parce qu'elle veut que tout soit parfait. Au fait, merci pour tous vos messages de soutien. Il y a beaucoup de jalousie dehors, des gens moches qui veulent nous voir tomber, mais l'amour et la classe gagnent toujours, pas vrai? J'ai ri toute seule dans mon salon vide. Oui, ma sœur. La classe gagne toujours. Mais toi, tu n'as pas de classe, tu n'as que du crédit, et demain, ta date limite arrive. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé un fleuriste 24h24. Bonsoir. Je voudrais commander une composition florale urgente à livrer demain matin à la Casona des Magnolias. Bien sûr, mademoiselle. Pour quelle occasion? Mariage? Anniversaire? Pas exactement. Je veux une grande couronne ronde, comme celle qu'on utilise pour les funérailles, avec des lys blancs et des roses rouges très foncées. C'est pour un enterrement? Et disons que c'est pour commémorer la fin d'une époque. Je comprends. Que voulez-vous écrire sur le ruban? J'ai dicté le message lentement, en savourant chaque syllabe. Mes plus sincères condoléances pour votre perte de la réalité. On se voit à la fête. M. Le samedi matin s'est levé gris et lourd, comme si la ville entière retenait son souffle. J'avais à peine dormi, mais l'adrénaline circulait dans mes veines à la place du café. À 9h, mon téléphone a vibré. C'était une notification de l'application de sécurité que j'avais secrètement installée sur le téléphone de Paulina il y a des mois. Je pouvais écouter le son ambiant si elle était connectée au Wi-Fi de la maison. J'ai mis mes écouteurs.
J'ai entendu la sonnette de la maison, des voix lointaines. Puis le cri aigu de Paulina. C'est quoi ça? Maman, viens voir ça. J'ai entendu les pas pressés de Bernarda. Qu'est-ce qu'il y a? Le gâteau est arrivé? Non, regarde, c'est une couronne de mort. Le jour de mes fiançailles. Quel mauvais présage, mon Dieu. Il y a eu un silence, suivi du bruit de papier déchiré. Bernarda a lu la note à haute voix, sa voix tremblant de rage. Mes plus sincères condoléances pour votre perte de la réalité. On se voit à la fête. M. Le Mireia, a hurlé Bernarda. La haine dans sa voix était palpable, même à travers le son digital. Cette rancunière, comment elle ose nous envoyer des fleurs de mort? Je vais appeler la police. Maman, c'est du harcèlement. Elle veut me gâcher ma journée, a crié Paulina. Calme-toi, idiote, a craché Bernarda. N'appelle personne. Tu veux que les Gonzalez apprennent qu'on a une folle dans la famille qui nous harcèle? Non. Jetez ces fleurs à la poubelle. Brûlez-les. Que personne ne les voie. Mais maman, elle a écrit on se voit à la fête. Et si elle vient? Et si elle fait un scandale devant Roberto et ses parents? Là, elle ne viendra pas. Elle n'a même pas l'argent pour un taxi. Et si elle ose se pointer avec ses chiffons sales, j'ai la sécurité privée prévenue. Ils ont l'ordre de ne pas la laisser passer, même à la grille. Cette bâtarde ne va pas poser un pied dans mon jardin aujourd'hui. J'ai enlevé mes écouteurs en souriant. Mon jardin, pensait-elle. Pauvre maman. Elle croyait encore qu'elle avait le contrôle. Elle ne savait pas que la sécurité privée qu'elle avait engagée, c'était 3 types mal payés d'une agence bon marché, alors que moi, j'allais arriver avec des professionnels d'élite. Elle ne savait pas que la bâtarde n'existait plus. J'ai passé le reste de la journée dans une étrange paix. Je suis allé à l'hôpital, j'ai mangé avec Lucia et je lui ai raconté une histoire. Maman, tu as l'air différente, m'a dit Lucia en touchant mes cheveux courts. Tu aimes? Oui. Tu ressembles aux super-héroïnes à la télé. C'est exactement ce que je suis aujourd'hui, mon amour. À 18h, j'ai commencé à me préparer. Je me suis douché en frottant ma peau jusqu'à ce qu'elle devienne rouge, en enlevant toute trace imaginaire de saleté que ma mère disait toujours voir sur moi. Je me suis maquillé avec précision, eyeliner net, lèvres couleur vin, mat. Pas de blush pour avoir l'air gentille. Je voulais avoir l'air froide. J'ai mis le costume noir. La soie se sentait comme une seconde peau, une armure coûteuse. J'ai chaussé les talons aiguilles de 12 cm. Je mesurais presque 1,80 m. Ce soir, je regarderai ma mère dans les yeux, ou même de haut. À 19h30, le licencié Tréjo est venu me chercher dans un SUV noir blindé. Il était accompagné des 4 gardes du corps que j'avais engagés. Il ressemblait à des armoires encastrées dans des costumes sombres. Prête, Mireia, a demandé Tréjo en me regardant avec approbation. Plus que prête, licenciado. Allons récupérer ma maison. Le trajet vers la Casona des Magnolias s'est fait en silence. Je regardais par la fenêtre comment la ville changeait, des quartiers modestes aux zones exclusives de Loma de Chapultepec. Chaque rue me rappelait un souvenir. Ici, j'ai appris à faire du vélo. Là, j'ai eu mon premier baiser avec Roberto. Ici, j'ai pleuré quand ils m'ont jeté dehors. Nous sommes arrivés dans la rue du Manoir. Elle était pleine de voitures de luxe, Ferrari, Porsche, Mercedes. Des voituriers couraient dans tous les sens. La musique douce d'un quatuor à cordes venait de l'intérieur. La grille principale était grande ouverte, décorée de magnolias blancs et de guirlandes lumineuses. Notre convoi s'est arrêté juste à l'entrée. Le chef de la sécurité de ma mère, un type avec un costume trop petit, s'est approché de notre SUV avec une liste à la main. J'ai baissé la vitre. Bonsoir, votre invitation, s'il vous plaît. Il s'est tu en me voyant. Il ne m'a pas reconnu tout de suite. Il lui a fallu quelques secondes pour relier la femme élégante dans la voiture à la fille reniée. Mademoiselle Mireia, a-t-il demandé, confus. Ouvre la barrière, Martinez, ai-je dit en utilisant son nom. Je le connaissais depuis des années. Je suis désolé, mademoiselle. Votre mère a donné des consignes strictes. Vous n'êtes pas sur la liste. En fait, j'ai l'ordre d'appeler la patrouille si je vous vois. S'il vous plaît, partez. Je ne veux pas d'ennui.
J'ai souri. Martinez, regarde-moi bien. Je ne viens pas demander des faveurs. Je viens entrer dans ma maison. J'ai fait un signe. Mes 4 gardes sont descendus du véhicule en même temps. Martinez a reculé, intimidé. Mademoiselle, s'il vous plaît. Le licencié Tréjo est descendu de l'autre côté, avec sa mallette à la main. Monsieur, je suis le représentant légal de la propriétaire de cette propriété. Si vous nous empêchez de passer, vous commettez un délit d'obstruction à la propriété privée, et c'est moi qui appellerai la patrouille pour qu'il vous arrête. Vous voulez perdre votre travail ce soir pour un caprice de Madame Bernarda. Martinez a hésité. Il a regardé mes gardes, puis l'avocat, puis moi. Il savait que Doña Bernarda ne le payait pas assez pour affronter ça. Il a baissé les yeux. Passez. Moi je n'ai rien vu. Le SUV a avancé sur l'allée de gravier qui craquait sous les pneus. Nous nous sommes arrêtés juste devant l'entrée principale, où la fontaine de pierre était éclairée en bleu. Je suis descendu de la voiture. L'air sentait le jasmin et l'argent. J'ai entendu la voix de ma mère amplifiée par un micro depuis le jardin arrière. Elle faisait un discours. Parce que dans cette famille, la tradition et l'honneur sont les choses les plus importantes. Nous sommes heureux d'unir notre lignée avec la famille Gonzalez. Je me suis dirigé vers le jardin, mes talons résonnant sur la vieille pierre. Mes gardes m'encadraient. Le licencié Tréjo marchait à mes côtés. C'était l'heure du show. Nous sommes entrés dans la maison par le grand hall. Elle était comme dans mon souvenir, mais avec un air de décadence caché. Les tapis persans étaient placés stratégiquement pour cacher l'usure du parquet. Il manquait des tableaux sur les murs. Les espaces vides étaient comme des dents manquantes dans une bouche qui sourit. Elles les ont vendus, ai-je pensé. Elles avaient été en train de cannibaliser la maison morceau par morceau. Nous avons traversé le salon principal jusqu'aux portes-fenêtres qui donnaient sur le jardin. À travers les vitres, j'ai vu la scène. C'était obscènement luxueux. Une grande tente blanche, des tables avec des nappes en lin, des centres de table avec des orchidées importées, des serveurs en gants blancs qui servaient du champagne français. Il y avait au moins 100 personnes. Paulina était debout sur une petite scène à côté de son fiancé, Roberto González Jr., un gars à l'air ennuyé qui regardait sa montre. Ses parents, Monsieur et Madame González, étaient assis à la table principale, le visage figé, observant tout comme une transaction commerciale. Bernarda avait le micro. Elle portait une robe dorée qui criait le « Regardez-moi », et elle souriait avec cette fausse expression étudiée qui lui avait servi toute sa vie. Et comme preuve de notre engagement et de notre amour pour cette nouvelle union. Disait Bernarda. Ma fille Paulina et moi avons décidé d'offrir comme cadeau de mariage une partie de notre chère hacienda. J'ai ouvert les portes-fenêtres d'un coup. Le bruit des vitres qui tremblaient a fait tourner quelques têtes. Je suis sorti dans le jardin. La lumière des projecteurs m'a frappé, mais je n'ai pas plissé les yeux. J'ai marché droit vers le centre de la fête. Mes 4 gardes se sont déployés en éventail derrière moi, créant une barrière visuelle impressionnante. Le licencié Tréjo marchait d'un pas décidé, serrant sa mallette comme si c'était les tables de la loi. Le murmure des gens a commencé à monter. C'est qui, elle? C'est une célébrité? Regarde ces gardes du corps. Ça doit être quelqu'un d'important. Personne ne m'a reconnu au début. Avec ma coupe de cheveux nette et mon costume de pouvoir, j'étais une étrangère pour cette société qui m'avait connue comme la fille moche et silencieuse. Bernarda s'est tue en plein milieu de sa phrase. Elle a plissé les yeux pour voir qui osait interrompre son discours. Quand elle m'a enfin reconnu, j'ai vu son masque tomber. Sa bouche s'est ouverte en un beau parfait de choc, et le micro a émis un grincement aigu qui a fait que tout le monde se bouche les oreilles. Le Mireia. A-t-elle murmuré, mais le micro a capté le nom. Paulina s'est tournée brusquement. En me voyant, son visage est passé de la confusion à la terreur pure. Elle savait ce qu'elle avait fait à l'hôpital. Elle savait que je n'étais pas là pour la féliciter. Je me suis avancé jusqu'au pied de la petite scène. J'étais entouré des regards curieux de l'élite du Mexique. Bonsoir à tous, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle projetait une autorité qui a fait taire même les grillons du jardin. Je n'avais pas besoin de micro. Le silence était total. Sors d'ici, a hurlé Bernarda en retrouvant un peu de contenance et en me montrant du doigt tremblant. Sécurité. Cette femme est une intruse.
C'est une droguée venue demander de l'argent. 2 des gardes engagés par ma mère ont essayé de s'approcher. Mes propres gardes, professionnels et 2 fois plus grands, se sont simplement placés devant eux en croisant les bras. Les gardes de ma mère se sont arrêtés net, ont évalué la situation, et ont reculé intelligemment. Personne ne me sortira d'ici, mère, ai-je dit en montant la première marche de la scène. Parce que, contrairement à toi, je n'ai pas besoin d'invitation pour entrer dans ma propre maison. De quoi tu parles, folle, a sifflé Paulina. Tu gâches tout. Va-t'en. J'ai regardé Monsieur Gonzalez, le père du fiancé. C'était un homme d'affaires sérieux, connu pour sa droiture implacable. Monsieur Gonzalez, ai-je dit en le regardant droit dans les yeux. Je vous présente mes excuses pour interrompre la soirée, mais je crois que vous êtes un homme qui valorise l'honnêteté dans les affaires, n'est-ce pas? Monsieur Gonzalez s'est levé lentement, intrigué. En effet, jeune femme. Et vous êtes? Je suis Mireia Riva, la sœur de la mariée, et la propriétaire légitime de cette maison, de ce jardin, et des terres qu'on vient d'offrir à votre fils. Un cri choqué a parcouru la foule. Bernarda s'est jetée vers moi en essayant de me frapper avec le micro. Tu mens, bâtarde. Tais-toi. Un de mes gardes a intercepté ma mère doucement, mais fermement, l'empêchant de me toucher. J'ai fait un signe au licencié Trejo. Licenciado, s'il vous plaît, éclairez-nous. Trejo a sorti un ordinateur portable et l'a branché au système de projection que ma sœur avait préparé pour montrer leurs photos de couple. En une seconde, le visage souriant de Paulina sur l'écran géant a disparu. À la place, un document légal scanné est apparu en haute résolution. Le titre, écrit en grandes lettres noires, était clair. L'acte de propriété. Titulaire, Mireia Riva Consuelo. Ce que vous voyez à l'écran, a annoncé Trejo de sa voix d'avocat. C'est l'acte de propriété actuel et en vigueur de la Casona des Magnolias et de tous les terrains annexes. Madame Bernarda et Mademoiselle Paulina n'ont aucun droit légal sur cette propriété, ni la capacité de la céder, la vendre ou la donner. Monsieur Gonzalez est devenu rouge de colère. Il s'est tourné vers Bernarda. Bernarda, a-t-il dit, la voix dangereusement calme. Explique-moi ça. Tu m'as montré un plan il y a 2 semaines. Tu m'as dit que les 200 hectares du côté sud faisaient partie du fidéicommis de Paulina. C'est vrai, a crié ma mère, reprenant sa voix stridente. C'est une erreur administrative. Cette ingrate a falsifié les papiers. Elle a sûrement piraté le système. Roberto, je t'en prie. Nous sommes amis depuis toujours. Nous ne sommes pas amis, Bernarda. Nous sommes associés, l'a coupé Monsieur Gonzalez. Et je ne m'associe pas avec des fraudeurs. J'ai fait un signe au licencié Trejo. Le licenciado, montré à Monsieur Gonzalez l'annexé. Je crois qu'il sera intéressé de voir où est allé réellement l'argent de l'avance qu'il a donné à ma mère pour la supposée fusion des terres. Trejo a tapé rapidement. L'image sur l'écran a changé. Ce n'était plus l'acte. C'était maintenant un relevé bancaire détaillé, obtenu légalement pendant l'audit du fidéicommis. Plusieurs lignes étaient surlignées en jaune fluo. Comme vous pouvez le voir, ai-je dit, ma voix claire et froide. Le dépôt de garantie que la famille Gonzalez a fait il y a 3 mois de 5 millions de pesos, soi-disant pour les frais notariés et la division des terres, n'a jamais atteint aucun notaire. J'ai montré l'écran de la main. Voici le détail, 1,2 million à la concession de voitures de luxe Maserati Polanco, 800 000 pesos à la clinique esthétique Loma, 500 000 pesos chez Hermès et Louis. Et le reste, disons que c'est parti à maintenir les apparences d'une vie qu'elles ne peuvent plus se payer. Un murmure d'horreur a traversé les tables. Les dames de la haute société se sont mises à s'éventer frénétiquement. Les hommes secouaient la tête. Paulina, qui sanglotait en silence, a laissé échapper un cri. C'est faux. C'est du Photoshop. Roberto, mon amour, ne la crois pas. Elle s'est accrochée au bras de son fiancé, Roberto Junior, un garçon qui avait jusque l'air d'un simple accessoire dans sa vie. Il l'a regardé, mais pas avec de l'amour. Il l'a regardé avec la froideur de quelqu'un qui vient de se rendre compte qu'il a acheté une montre contrefaite au marché noir. Il a retiré son bras d'un mouvement brusque, presque violent. « Tu as dépensé l'argent de mon père pour tes seins et ta voiture ?» a-t-il demandé, incrédule, au bord du dégoût. « Tu m'avais dit que cet argent était pour les impôts de la terre. »« Le bébé, je l'ai fait pour nous, pour être belle pour toi » a gémi Paulina,
le mascara coulant sur son visage comme de l'encre noire. Monsieur Gonzalez, suis-je intervenu en descendant de la scène pour me mettre face au patriarche. Ma mère et ma sœur n'ont pas de terre, pas d'argent, et surtout, pas d'honneur. Elles ont utilisé le nom de ma grand-mère et mon patrimoine pour vous escroquer. Si j'étais vous, je vérifierais mes poches avant de partir. Monsieur Gonzalez m'a regardé. Pendant une seconde, j'ai vu du respect dans ses yeux, le respect d'un prédateur pour un autre. Merci pour l'information, mademoiselle Riva. Mon équipe juridique va contacter le vôtre demain pour collaborer à la plainte pénale. Puis il s'est tourné vers sa famille. On s'en va. Tout de suite. Non, attendez, s'est jeté Bernarda à ses pieds, agrippant le bas de son pantalon. C'était une scène pathétique, grotesque. La femme qui, quelques heures plus tôt, m'avait traité de poubelle parce que je demandais de l'argent pour sauver une vie, maintenant se traînait par terre pour de l'argent afin de sauver son statut. Roberto, on peut t'expliquer, c'est un malentendu. Je t'écrirai des reconnaissances de dette. Monsieur Gonzalez a secoué sa jambe pour se dégager comme si un chien errant l'avait mordu. Ne t'approche pas de moi, Bernarda. Tu me dégoûtes. Il a fait un signe à sa femme et à son fils. Roberto, enlève-lui la bague. Roberto Junior s'est tourné vers Paulina. Elle a caché sa main derrière son dos, secouant la tête comme une petite fille. Elle n'est pas à toi, c'est ma bague de fiançailles. Donne-la, a dit Roberto, la voilasse. Lou, je te la retire et je te casse le doigt. C'est mon père qui a payé ce diamant, pas toi. En pleurant, hystérique, Paulina a arraché la bague et la lui a jetée à la poitrine. Prends-la. Bande de morts de faim. Je n'en ai pas besoin. Je suis influenceuse, j'ai des millions de fans. La famille Gonzalez a quitté le jardin sans se retourner, et avec eux, comme si un barrage venait de céder, le reste des invités a commencé à fuir. Personne ne voulait être associé au scandale. Personne ne voulait être témoin de la ruine. En 5 minutes, le jardin était vide d'invités. Il ne restait que les serveurs, qui regardaient la scène avec un mélange de gêne et de satisfaction cachée, Mégarde, le licencié Tréjo, et elle, Bernarda et Paulina, seuls au milieu de leur fête fantôme. Bernarda s'est relevée du sol. Sa robe dorée était tachée d'herbe et de terre. Elle s'est tournée vers moi. Ses yeux n'étaient plus de glace, ils étaient de feu, un feu de haine folle. « Tu as détruit ma vie », a-t-elle murmuré, puis elle a crié en se jetant vers moi avec les ongles en avant. « Maudite ingrate, je vais te tuer. » Je ne bougeais pas. Je n'en avais pas besoin. Le chef de mes gardes a intercepté ma mère en plein élan, lui tenant les bras. Elle donnait des coups de pied, en criant des obscénités qui feraient rougir un marin. « Lâche-moi, gorille. Je suis la propriétaire de cette maison. » Mireia, dis-leur de me lâcher. Je me suis approché d'elle jusqu'à être à 1 mètre. Je l'ai regardée avec un calme absolu. « Tu te trompes, Bernarda. Tu n'es pas la propriétaire. Tu es une squatteuse, et ton temps de grâce est terminé. » Les lumières de fête dans le jardin clignotaient ironiquement au-dessus de nous. Les orchidées importées, qui avaient coûté des milliers de pesos, semblaient se moquer de la misère humaine qu'elles voyaient. « Mais qu'est-ce que tu vas faire ?» a demandé Paulina, qui avait arrêté de pleurer pour regarder les gardes avec peur. Pour la première fois de sa vie, elle comprenait que son nom de famille et son compte Instagram ne pouvaient pas la protéger de la réalité. J'ai sorti une enveloppe blanche de la poche intérieure de ma veste. Je l'ai posée sur une des tables du banquet, juste à côté d'une tour de coupe de champagne intacte. Ceci est un ordre d'expulsion immédiate, ai-je dit. Validé par le notaire public qui nous accompagne, et exécuté selon le droit d'admission de la propriété privée. Bernarda a arrêté de se débattre, même si le garde la tenait encore fermement. « Tu ne peux pas nous faire ça. Il fait nuit, c'est ma maison. Je vis ici depuis 40 ans. J'ai des droits d'ancienneté. » « Tu avais des droits d'usufruitière », l'a corrigé le licencié Tréjo en faisant un pas en avant. « Des droits qui ont été annulés au moment où tu as violé la clause morale du fidéicommis et commis une fraude contre le patrimoine. Légalement, Bernarda, tu es en train d'occuper un bien illégalement. » J'ai regardé ma montre. Une montre simple, pas de marque, mais qui marquait le temps avec une précision mortelle. Il est 21h15. Vous avez exactement 30 minutes. 30 minutes pourquoi, a balbutié Paulina. Pour entrer dans la maison,
prendre vos affaires personnelles de base, et sortir par la porte de service. Des affaires de base. Bernarda a éclaté de rire, un rire au bord de l'hystérie. Tu crois que je vais mettre 40 ans de vie dans une valise en une demi-heure? J'ai des fourrures, j'ai des bijoux, j'ai des meubles anciens. Correction, les jeux interrompus, ma voix aussi tranchante qu'un scalpel. Tu as des vêtements. Les meubles sont à la maison. Les bijoux anciens de grand-mère appartiennent au fidéicommis. Les œuvres d'art font partie de la collection familiale. Je tournais autour d'elle comme un général qui inspecte des troupes vaincues. Vous pouvez emporter vos vêtements, vos chaussures, vos produits de maquillage et vos appareils électroniques personnels. Rien d'autre. Tout ce que vous essayerez de sortir qui a une valeur patrimoniale sera considéré comme du vol, et mes gardes vérifieront vos valises avant votre sortie. C'est illégal, a crié Paulina. Mes sacs, ma collection de louis. Ces sacs, tu les as achetés avec l'argent volé de l'avance des Gonzalez, lui ai-je rappelé. Techniquement, ce sont des preuves d'un crime. Mais je suis généreuse. Prends-les, vends-les. Ils te serviront à payer le loyer de l'endroit où tu dormiras ce soir. Bernarda m'a regardé avec un mélange d'incrédulité et de terreur. Mireia, ma fille. Son ton a changé d'un coup. De la rage, elle est passée à cette douceur manipulatrice que je connaissais si bien. Tu ne peux pas être sérieuse. Je suis ta mère. Je t'ai donné la vie. Tu vas laisser ta mère et ta sœur à la rue, en pleine nuit? Où est ton cœur chrétien? Je me suis approché d'elle au point de sentir son parfum cher mélangé à la sueur de la peur. Mon cœur chrétien, ai-je murmuré. Mon cœur chrétien est resté à l'hôpital Santa Fe, mère, à côté du lit de la petite fille que tu as traitée de poubelle. À côté de la gamine que tu voulais laisser mourir pour payer ce cirque. Je l'ai regardée droit dans les yeux jusqu'à ce qu'elle détourne le regard. Tu m'as appris une leçon très importante hier. On n'investit pas dans des causes perdues. Vous deux, vous êtes ma cause perdue. Je me suis tourné vers mes gardes. Accompagnez-les à leur chambre. Surveillez chaque mouvement. Si elles essaient de casser quelque chose ou de voler un objet qui ne soit pas des vêtements, arrêtez-les. Il leur reste 29 minutes. Je te hais. A crié Paulina pendant qu'un garde la poussait doucement vers la maison. J'aurais préféré que tu meures à la place de Roberto. Ce coup bas m'a fait mal, mais je n'ai pas laissé voir. Le temps passe, Paulina, ai-je dit simplement. Ce qui a suivi a été un spectacle dantesque. Je suis entré dans la maison derrière elle, restant dans le hall principal comme une statue de justice, pendant que le chaos se déchaînait à l'étage. On entendait des cris, des insultes, le bruit de tiroirs arrachés et vidés. Les serveurs, dans le jardin, ont commencé à démonter les tables. Je me suis approché du chef de salle, un homme âgé appelé Don Anselmo, qui travaillait dans la maison depuis l'époque de ma grand-mère. Don Anselmo, ai-je dit. Il a enlevé sa casquette avec respect. Señorita Mireia, pardon, Sonora Mireia. On ne savait pas. Je sais, Anselmo. Ce n'est pas votre faute. Écoutez-moi bien. Je veux que vous serviez le dîner. Il m'a regardé, confus. Le dîner? Mais il n'y a plus d'invités. Servez-le pour vous, pour les musiciens, pour la sécurité, pour les valets. Il y a de la nourriture de première qualité là-bas. Langoustes, filets, vin. Ne laissez pas tout ça se perdre. Mangez, buvez, et emportez ce qui reste chez vous pour vos familles. Les yeux de Don Anselmo se sont emplis de larmes. Que Dieu vous bénisse, patronne. Votre grand-mère, elle ferait la même chose. Merci, Anselmo. Ah, et s'il vous plaît, assurez-vous que la facture du service soit envoyée au licencié Trejo. Vous serez payé jusqu'au dernier centime ce soir, plus un pourboire de 50% pour les problèmes. Pendant que le personnel commençait à célébrer silencieusement ma victoire dans le jardin, en haut, le drame atteignait son point le plus haut. 20 minutes plus tard, Bernarda et Paulina sont descendues les escaliers. C'était une image que je n'oublierai jamais. Elles ne ressemblaient plus à des reines, mais à des réfugiés de leur propre vanité. Bernarda traînait 2 valises Louis, tellement pleines que les fermetures éclairs allaient exploser. Elle portait 3 manteaux de fourrure l'un sur l'autre, en sueur, essayant de prendre le maximum de choses. Paulina portait des sacs poubelles noirs remplis de chaussures et de vêtements, en pleurant bruyamment,
le maquillage coulant sur tout son visage comme un masque de clown triste. « Stop !» ai-je dit quand elles sont arrivées au pied de l'escalier. J'ai fait un signe au chef de la sécurité. « Fouille. »« N'ose pas toucher à mes affaires » a rugi Bernarda. Le garde a ouvert la valise de ma mère sans délicatesse. Entre les vêtements de soie, elle avait caché 2 chandeliers en argent du 19e siècle et une petite boîte de bijoux anciens. « Ça reste » ai-je dit en sortant les chandeliers. Ils étaient lourds, c'étaient ceux de grand-mère. Et ça aussi. J'ai ouvert la boîte à bijoux. Il y avait le collier de perles de ma grand-mère. Ça, ce n'est pas à toi, Bernarda. Elle te l'a prêté, pas donné. Il est inventorié dans le fidéicommis. J'ai vidé la boîte dans ma main et je l'ai donnée au licencié Trégeau. Autre chose que vous êtes en train de voler? Le garde a fouillé les sacs de Paulina. Que des vêtements et des chaussures. Ils sont propres, madame. Bien. J'ai indiqué la porte. Pas la grande porte principale, majestueuse. La porte de service, celle qui donnait sur la ruelle derrière, la même porte par laquelle ma grand-mère m'avait fait sortir cette nuit de pluie pour me donner la bague. Par là. Par la porte des domestiques. Je ne sortirai pas par là, s'est indignée Paulina. Il y a des paparazzis devant l'entrée principale. S'ils nous voient sortir par la ruelle? Exactement, ai-je souri. Si vous sortez par la porte principale, les paparazzis vous verront avec des sacs poubelles. Si vous sortez par derrière, vous sauvez peut-être un gramme de dignité. Mais j'en doute. Bernarda m'a regardé une dernière fois. Son regard n'était plus de la haine, c'était pire. C'était le regard de quelqu'un qui sait qu'il a perdu le pouvoir pour toujours et qui ne sait pas comment vivre sans. « Tu vas le regretter, Mireia » a-t-elle murmuré. « Tu auras besoin de ta mère un jour, et quand tu me chercheras, je ne serai pas là. » C'est le but, mère. C'est exactement le but. Elles sont sorties dans la ruelle sombre. J'ai fermé la porte derrière elle et j'ai mis le verrou. Le son métallique du cadenas qui se ferme a été le point final d'une phrase qui avait commencé à s'écrire il y a 7 ans. Je me suis appuyé contre la porte et j'ai fermé les yeux. C'était fait. La maison était silencieuse, sauf pour le léger murmure des serveurs qui mangeaient dans le jardin. J'ai respiré profondément. L'air ne sentait plus le parfum bon marché ni la peur. Il sentait le jasmin. Il sentait le propre. Il sentait le à moi. Cette première nuit, j'ai dormi sur le tapis du salon. Je n'osais pas monter dans les chambres. J'avais l'impression que les lits avaient encore l'énergie d'elle, et j'avais besoin de nettoyer l'espace avant de l'habiter. Le lendemain, la vraie transformation a commencé. Ce n'était pas seulement un déménagement, c'était un exorcisme. J'ai appelé mon équipe de l'atelier de restauration. Ils sont tous venus, Carlos, le menuisier, Donia Rosa, la spécialiste en textile, et 3 assistants de plus. Quand ils sont entrés dans la casona, leurs yeux se sont écarquillés. « Chef, c'est à vous, tout ça ?» a demandé Carlos en regardant les plafonds hauts et les moulures. « C'est notre plus grand projet, Carlos. On va rendre son âme à cette maison. » Pendant les 2 semaines suivantes, nous avons travaillé sans arrêt. La première chose a été de sortir tout ce qui représentait Bernarda et Paulina. Leurs meubles modernes et prétentieux, qui juraient avec l'architecture coloniale, ont été vendus ou donnés. Nous avons ouvert toutes les fenêtres. Donia Bernarda les gardait toujours fermées avec des rideaux lourds pour protéger les meubles du soleil, créant une ambiance de mausolée. Moi, j'ai laissé le soleil du Mexique entrer à flot, illuminant la poussière qui flottait dans l'air. Dans la chambre qui avait été celle de ma mère, nous avons découvert l'étendue réelle de sa décadence. Sous le lit, il y avait des bouteilles vides d'alcool bon marché. Dans l'armoire, derrière les manteaux de fourrure, il y avait des lettres de relance de banque, de prêteurs, et même des menaces de saisie. Là elle vivait dans un enfer doré, a commenté Donia Rosa en nettoyant. Pauvre femme, autant de mensonges, ça doit peser lourd. Ça pesait, Rosa, mais ce n'est plus mon fardeau. En nettoyant le bureau de la bibliothèque, j'ai trouvé quelque chose qui m'a fait pleurer à nouveau. Derrière une rangée de faux livres, il y avait une petite boîte en bois de cèdre. Je l'ai reconnue tout de suite. C'était la boîte à couture de grand-mère. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il n'y avait pas de fil. Il y avait des photos. Des photos de moi. Des photos de quand j'étais bébé, des photos de ma remise de diplôme à l'école primaire, et des photos récentes,
des photos de moi en train de travailler à l'atelier, prises de loin, des photos de Lucia au parc. Grand-mère m'avait surveillé, m'avait protégé depuis l'ombre jusqu'à son dernier jour. Au fond de la boîte, il y avait une note avec son écriture tremblante. Là, elle fleurira là où on la plantera. Elle a juste besoin de temps et de pluie. J'ai serré la note contre ma poitrine. La pluie était tombée, oui, une tempête terrible. Mais maintenant, enfin, nous étions en train de fleurir. Lucia est sortie de l'hôpital 3 semaines plus tard. Quand le taxi est entré par la grille de la Casona, ses yeux se sont illuminés. « Maman, c'est un château ?» a-t-elle demandé, avec la cicatrice sur sa poitrine encore fraîche mais qui guérissait bien. « C'est notre maison, mon amour. Ici, tu vas courir et personne ne te dira de ne rien toucher. » Je l'ai descendu de la voiture et je l'ai emmené dans le jardin. Nous avions enlevé la tente de la fête. L'herbe était verte et libre. « Je peux marcher sur l'herbe ?» a-t-elle demandé, hésitante. « Tu peux même te rouler dedans si tu veux. » La voir courir, même encore un peu lentement, en poursuivant un papillon entre les rosiers de son arrière-grand-mère, a été le moment où j'ai su que tout avait valu la peine. La honte publique, la douleur, la peur, tout. Ce soir-là, nous avons dîné dans la cuisine, pas dans la salle à manger formelle, froide et immense. Dans la cuisine, avec le personnel. Dont Anselmo, la cuisinière, et nous. Nous avons mangé des tacos de ragoût, nous avons ri, et nous avons raconté des histoires. La maison, qui pendant des années avait été un théâtre de froideur et d'apparence, s'est remplie de chaleur humaine. 2 mois ont passé. La vie a pris une merveilleuse routine. J'ai transformé l'ancien salon de bal, un espace prétentieux que ma mère utilisait pour ses thés de charité, en mon nouvel atelier principal de restauration. La lumière y était parfaite. Mes clients venaient et restaient bouche bée, non seulement devant mon travail, mais aussi devant l'endroit. L'entreprise prospérait comme jamais. Le licencié Trejo s'est occupé des questions légales. La plainte des González contre ma mère a finalement été abandonnée parce qu'il ne voulait pas de scandale public, mais le nom de Bernarda et Paulina est resté sur la liste noire de toute la société mexicaine. Personne ne les invitait même pour un café. J'avais changé de numéro de portable, mais j'avais laissé le téléphone fixe de la maison connecté au cas où un vieil ami de ma grand-mère appellerait. Un après-midi pluvieux, très semblable à cette nuit d'il y a 7 ans, le téléphone a sonné. J'étais en train de vernir une chaise Louis XV, avec Lucia qui dessinait à côté de moi. Je me suis essuyé les mains et j'ai décroché. Résidence Riva. Il y a eu un silence de l'autre côté, un silence chargé de souffle nerveux. Le Mireia. J'ai reconnu la voix tout de suite, même si elle sonnait différente, rauque, brisée, sans le vernis de supériorité. C'était Bernarda. Maman, ai-je dit. Mon pouls ne s'est pas accéléré. Je n'ai pas senti de peur, juste une curiosité lointaine, comme quelqu'un qui regarde un insecte rare. Fille, grâce à Dieu tu réponds. J'ai essayé de t'appeler sur ton portable, mais je crois que tu l'as changé. Je l'ai changé pour que des personnes non grata ne me dérangent pas. Qu'est-ce que tu veux? Le Mireia, s'il te plaît, ne raccroche pas. On est mal. J'ai entendu un sanglot en fond. C'était Paulina. On vit dans une petite chambre à Iztapalapa, a continué Bernarda, et le mot Iztapalapa est sorti de sa bouche comme une maladie. C'est horrible, Mireia. Il y a des cafards. On entend des coups de feu la nuit. Paulina. Paulina est déprimée, elle ne sort pas du lit. Je comprends, ai-je dit en prenant une gorgée de mon thé. Sa voix est montée d'un ton, vexée par mon manque d'empathie, mais elle s'est retenue. Fille, on n'a plus d'argent. On a vendu les sacs, mais on s'est fait arnaquer. On nous a donné une misère. On a besoin de manger. J'ai besoin de mes médicaments pour la tension. Elle a fait une pause dramatique. Le Mireia, je suis ta mère. Je me suis trompé, oui, je l'admets. Je me suis trompé, mais j'ai déjà assez payé. Laisse-nous revenir. Même si c'est dans la chambre de service. On ne te dérangera pas. On nettoiera la maison. Paulina peut, je ne sais pas, promener les chiens. S'il te plaît, aie pitié. J'ai fermé les yeux. J'ai imaginé la scène, ma mère, la grande dame, entourée d'humidité et de pauvreté. Ma sœur, l'influenceuse, sans internet et sans public. C'était la justice poétique parfaite. Mais ensuite,
j'ai regardé Lucia. Elle dessinait un énorme cœur rouge dans son cahier. Elle était en vie. Elle avait un toit, et elle avait de l'amour. Si je les laissais revenir, même dans la chambre de service, je ramènerais le poison. Je ramènerais les regards de mépris, les commentaires passifs-agressifs, la toxicité qui nous avait presque tués. Avoir pitié du bourreau, c'est trahir la victime. Maman, ai-je dit doucement. Oui, fille. Oui, il y avait une espérance désespérée dans sa voix. Tu te souviens de ce que tu m'as dit à l'hôpital, quand je t'ai demandé de l'aide pour l'opération? Le silence de l'autre côté était comme une tombe. Tu as dit que Dieu était en train de corriger une erreur. Tu as dit qu'on n'investit pas dans des causes perdues. Mireia, ça, j'étais stressé. Je ne le pensais pas vraiment. Tu le pensais très sérieusement, maman. Et tu avais raison. Dieu est en train de corriger une erreur. Pendant des années, vous avez vécu avec un argent qui n'était pas à vous, en humiliant ceux qui vous soutenaient. Maintenant, l'univers a équilibré la balance. Tu es un monstre, a crié ma mère, le masque tombant à nouveau. Une sorcière vengeresse. Tu vas aller en enfer pour traiter ta mère comme ça. Peut-être, ai-je répondu calmement. Mais au moins, dans mon enfer, il n'y a pas de fuite d'eau et ma fille est en vie. Mireia, s'il te plaît. Je dois raccrocher, mère. J'ai du travail, et ma bâtarde a besoin d'aide pour ses devoirs. Attends. Envoie-nous de l'argent, au moins quelques milliers de pesos. On a faim. J'ai pensé au chèque que j'avais préparé. J'avais hésité longtemps à l'envoyer ou non. Je vais vous envoyer quelque chose, ai-je dit. Oui. Merci. Combien? Je vais vous envoyer le contact d'une agence d'emploi. Ils cherchent du personnel de ménage pour des bureaux au centre-ville. Ils paient le salaire minimum et donnent des prestations. C'est un travail honnête, maman. Ça te fera du bien de te salir les mains pour la première fois de ta vie. J'ai raccroché. J'ai aussi bloqué le numéro de la maison. Je suis resté à regarder le téléphone quelques secondes, en attendant de sentir la culpabilité. En attendant le poids du commandement honore ton père et ta mère. Mais je n'ai rien ressenti. L'honneur se gagne, le respect se gagne. Et la famille se construit avec l'amour, pas avec le sang. 6 mois après cet appel, aujourd'hui, c'est le 7e anniversaire de Lucia. Le jardin de la Casona est plein de gens, mais ce ne sont pas les mêmes qu'avant. Il n'y a pas de robe de créateur ni de voiture de sport louée. Il y a mes employés de l'atelier avec leur famille. Il y a le docteur Salgado, qui est devenu un grand-père adoptif pour Lucia. Il y a le licencié Trejo qui danse la cumbia avec Doña Rosa. Il y a des pinatas, des tacos de panier, des sodas et des bières dans des glacières, il y a des rires sincères, forts, bruyants. Lucia court avec une robe jaune, en poursuivant d'autres enfants. Sa poitrine monte et descend avec force, son cœur pompe la vie, fort et régulier. Je m'assois sur le perron et j'observe la scène. J'ai un verre de vin à la main, mais ce n'est pas pour me vanter, c'est pour célébrer. Je regarde vers le balcon, le même balcon d'où ma mère m'avait jeté, cette nuit de pluie. Je n'ai plus peur de le regarder. Maintenant, il y a des pots de géranium qui pendent de là. Parfois, dans le silence de la nuit, je me demande ce qu'elles deviennent. J'ai appris par des rumeurs que Paulina a fini par travailler comme hôtesse dans un restaurant minable pour pouvoir se payer ses faux ongles. Bernarda vit de la charité d'une cousine lointaine qui la traite comme une servante. Une ironie qui doit sûrement la brûler chaque jour. Suis-je cruel? Beaucoup de gens diraient que oui. Ils diraient que le sang, c'est le sang, que j'aurais dû pardonner, que j'aurais dû être la meilleure personne. Mais être la meilleure personne m'a presque coûté la vie de ma fille. Être la meilleure personne m'a gardé soumise et humiliée pendant des années. Parfois, pour guérir, il faut couper le membre gangrené, même si ce membre, c'est ta propre mère. La fête se termine. Le soleil se couche sur la ville de Mexico, peignant le ciel en violet et orange. J'aide Lucia à ouvrir ses cadeaux. Ce ne sont pas des sacs Hermès ni des voitures. Ce sont des puzzles, des livres de coloriage, une poupée en chiffon faite à la main par Doña Rosa. Lucia serre la poupée et me regarde. « Maman, on est riche ?» demande-t-elle d'un coup. La question me surprend. « Pourquoi tu demandes ça, mon amour ?» Parce qu'à l'école, ils disent qu'on habite dans la plus grande maison du quartier,
et avant on vivait dans un petit appartement. Je la pose sur mes genoux. L'argent va et vient, Lucia. Cette maison est grande, oui. Mais ce n'est pas ça qui fait qu'on est riche. Alors, quoi? Bon, on est riche parce que tu as un nouveau cœur qui fonctionne. On est riche parce qu'on a des amis qui nous aiment vraiment, pas pour ce qu'on a. On est riche parce que personne ne nous crie dessus, personne ne nous fait nous sentir moins, et personne ne nous oblige à être ce qu'on n'est pas. Elle y pense un moment et hoche la tête. J'aime bien être riche comme ça. Moi aussi, ma vie. Moi aussi. Je la couche dans son lit, dans la chambre qui était celle de Paulina, mais qui est maintenant peinte en bleu ciel, avec des étoiles fluorescentes au plafond. Quand elle s'endort, je descends à mon atelier. J'ai un projet spécial sur la table de travail. Ce n'est pas pour un client, c'est la bague de ma grand-mère, celle qu'elle m'avait donnée cette nuit de pluie. Je l'ai récupérée du mont-de-piété il y a des mois, après l'avoir cherchée dans toute la ville. Elle était abîmée, sale, le rubis était presque tombé. J'ai passé des semaines à la restaurer, à polir l'or, à bien fixer la pierre, à nettoyer des années de négligence. Maintenant, elle brille sous la lampe de travail. Elle brille avec une lumière rouge, profonde, comme le sang, comme le cœur, comme la vie. Je la mets à mon doigt, elle me va parfaitement. Je regarde la caméra imaginaire. Vous, qui m'écoutez. Je m'appelle Mireia Riva. J'ai été la fille bâtarde, la brebis noire, la honte de la famille. Aujourd'hui, je suis la maîtresse de mon destin. J'ai appris, à la dure, que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son nom de famille ni à la marque de ses vêtements. Elle se mesure à ce qu'elle est prête à faire pour ce qu'elle aime. Mon père biologique, ce mécano humble que je n'ai jamais connu, m'a donné les mains pour travailler. Ma grand-mère m'a donné les moyens de me battre. Et ma fille m'a donné la raison de gagner. À ceux qui me jugent d'avoir laissé ma mère dans la ruine, je leur demande. Quel prix mettriez-vous sur la vie de votre enfant? Combien vaut votre dignité? Moi, j'ai déjà payé mon prix, et on m'a rendu la monnaie exacte. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si tu traverses quelque chose de semblable, si tu te sens rabaissé par ton propre sang, souviens-toi, la famille n'est pas une condamnation, c'est un choix. Et parfois, l'acte d'amour le plus grand que tu puisses faire pour toi-même, c'est de fermer la porte, de mettre le verrou, et de ne plus jamais l'ouvrir. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Vous auriez pardonné Bernarda et Paulina, ou vous pensez qu'elles ont reçu ce qu'elles méritaient? Laissez-moi vos avis en commentaire, je les lis tous. Et si cette histoire vous a touché quelque part à l'intérieur, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like. On se voit dans la prochaine histoire. Au revoir.